Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont: as-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver? Viens, on t'attendait. L'Abbé Pierre, une vie de combat. C'est le film qu'on a vu il y a quelques jours, qui va être présenté ce soir en avant-première à Beauvais, avant sa sortie le 8 novembre. Frédéric Tellier, merci d'être ce soir au CGR de Beauvais. Vous êtes le réalisateur de ce film. Olivier Gors, merci de l'accompagner. Vous êtes le co-scénariste du film. Qu'est-ce qui vous a animé et vous apporté le désir de réaliser un film sur l'Abbé Pierre? J'ai l'impression qu'on a souvent réfléchi à ça en essayant de le verbaliser, mais que ce qui pourrait synthétiser le mieux, c'est l'envie de parler d'un homme qui a changé le monde et qu'on a finalement assez peu considéré comme ça. On l'a toujours considéré comme celui qui a aidé les plus pauvres. Tout ça est vrai, hein, d'ailleurs. On a été très habité par ça, par l'admiration pour l'abbé, par la fascination des actions qu'il a menées, des combats qu'il a menés. On a souvent parlé du manque de lui aussi, peut-être, encore plus là, tout de suite, aujourd'hui. Évidemment qu'il y a l'énorme découverte de sa vie privée que personne ne connaissait, enfin, en tous les cas du grand public, quoi. Évidemment qu'il y a aussi l'idée qu'il disparaît un peu, il s'efface un peu, étrangement, il n'est pas dans les livres d'histoire, les plus jeunes le connaissent peu ou très mal. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, enfin, je ne sais pas pour Olivier, mais finalement, moi, à force de réfléchir, je me dis, je crois que j'ai surtout eu envie de parler d'un côté d'un petit bonhomme totalement inadapté au monde, parce que ce monde le faisait extrêmement souffrir, comme beaucoup de nous, j'imagine, mais aussi d'un grand homme qui a changé vraiment le monde, la façon de penser le monde, de le vivre, de le regarder, et même jusqu'à la façon de le légiférer, quoi. Avec un parcours qu'on a découvert en grande partie et qui, assez vite, nous a permis, comment dire, d'essayer d'échapper au piège de la géographie et du biopic. Parce oui, il y a le côté angélique, finalement, oui. Et ça, dans le film, on n'est pas du tout dans ça, et c'est ce qui est aussi merveilleux dans le film, c'est de traverser toutes ces époques, et surtout des époques, finalement, qu'on connaissait très très peu, voire pas. Et vous avez dû avoir un travail, parce que c'est pas un travail de recherche à ce niveau. Oui, il y a eu un gros travail de recherche, mais c'est vrai que son incroyable parcours, en fait, nous a permis de... Enfin, on a découvert toute la fragilité de son destin, en fait. C'était un jeune homme qui voulait devenir un saint, qui avait comme ça une ambition, et mourir jeune. Il avait presque un rêve de rockstar, comme ça. Et en fait, il a vraiment vécu des étapes qui l'ont déstabilisé. Il a connu des échecs, il avait des grandes fragilités physiques, il y a des émotions qui l'ont perturbé, il s'est fait des ennemis, etc. Donc ça nous a permis vraiment de suivre pas à pas un parcours incroyable qui traverse tout le XXe siècle. Et de montrer que c'était pas gagné d'avance, quoi, et que c'était pas écrit d'avance qu'il allait devenir l'abbé Pierre, même s'il en avait l'envie, l'ambition. En fait, c'est une suite de rencontres et de hasards et d'échecs et de façons de les surmonter qui l'ont amené à cet endroit qu'on connaît tous, en fait, parce qu'on connaît sa fin. Mais c'est vrai que c'est en se replongeant dans son parcours qu'on découvre vraiment l'homme. Comment, justement, avez-vous travaillé? Je sais que Frédéric Tellier, dans un premier temps, vous avez travaillé seul sur le film. Après, vous avez travaillé à quatre mains sur l'écriture. Voilà, donc j'ai bien compté. Combien de doigts? 20. Donc, okay. Et donc avec Olivier. Et justement, comment on accorde ses mains autour du piano d'un tel scénario? Quelle métaphore! Elle vient de sortir maintenant. Non, mais d'abord on a beaucoup discuté, évidemment, on discute beaucoup avant de se lancer dans l'écriture. Moi j'avais préparé une trame puisque j'avais travaillé une petite année, quelques mois en tous les cas avant qu'Olivier arrive. J'avais préparé une trame qui ne demandait qu'à être torturée, révisée,
Mais on a beaucoup discuté, en fait, on discute énormément. D'abord, on a emmagasiné beaucoup d'informations en lisant beaucoup de choses sur l'abbé, beaucoup d'archives, beaucoup de bio. On a eu beaucoup de rencontres aussi avec des gens qui l'ont connu, notamment Laurent Desmarres, qui a été son dernier secrétaire particulier. Donc on a accumulé un peu tout ça et finalement, toutes ces séances de lecture sont surtout prétexte à nous retrouver pour débattre un peu faisons un point là-dessus, qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'on ferait ça? Non, bon, j'y crois pas, et toi? Mais moi je crois que, ah oui, hein, j'avais pas pensé. Voilà, c'est surtout ça, quoi. C'est ce qui est génial dans l'écriture d'un scénario, en fait, c'est que pour chaque projet, il y a une organisation, il y a une façon d'écrire ensemble, de se succéder à l'écriture. En fait, c'est pas 2 fois exactement la même chose, et puis en plus c'était la première fois qu'on travaillait ensemble, mais c'est exactement ce que dit Fred. Et puis peut-être encore plus dans un film biographique comme ça, c'est quelque chose que je défends énormément en tant que scénariste, c'est-à-dire que écrire un scénario, être scénariste, c'est pas seulement inventer des événements, des rebondissements, etc. C'est penser un film avec un réalisateur ou une réalisatrice. C'est penser aussi une forme, une façon de raconter, et pas seulement inventer des péripéties. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de travailler l'un avec l'autre? Parce que c'est la première fois que vous travaillez ensemble. Olivier, c'est un de nos grands scénaristes français, hein, donc moi j'admirais son travail. Moi j'avais déjà eu envie de travailler avec lui sur 1 ou 2 précédents films où il n'était pas libre ou pris avec des stars. Ça va être le moment de l'anecdote. Pas le temps de me considérer vraiment. Et là, je suis revenu sur ce projet assez logiquement parce que je pensais aussi que c'était cohérent avec son travail, enfin qu'il y avait une chance que, bon, déjà que ça tombe bien dans un planning, hein, on est toujours dans des plannings un peu compliqués les uns les autres dans ce métier, mais au-delà du planning, que ça pouvait le séduire dans ses écritures qu'il n'avait peut-être pas fait. Voilà, moi c'est ça qui m'a donné envie, et surtout sa filmographie, les précédents films qu'il a écrits, qui correspondent aussi à mon cinéma, voilà. Égal, pareil en fait. Pareil, et puis le fait, bon, on s'est tout de suite entendu, ce qui est quand même une bonne chose, mais aussi on s'est tout de suite entendu sur l'ambition d'un film et de ne pas se faire piéger par le sujet en fait. Parce qu'on voit bien l'intérêt qu'il y a à faire un film sur une telle icône, en fait, mais c'est extrêmement piégeux. C'est très piégeux. Et voilà, on s'est tout de suite entendu sur le fait de vraiment travailler, réfléchir, et essayer de contourner ces pièges, et essayer de trouver notre propre Abbé Pierre, notre propre façon de le raconter. Et voilà. Oui, et de ne pas avoir envie de tomber dans l'icône, en fait. Ça a l'air de rien une fois le film fait, mais quand tout ce qu'on lisait nous ramenait à ça, quand même, aurait pu... D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on ait été totalement étanche à tout le temps, parce que de parler d'une telle icône, forcément, c'est un peu poreux quand même. On est obligé d'évoquer l'icône qu'il a été, le grand homme bon, généreux. Et puis, le contre-piège de ça, c'était de ne pas non plus vouloir être voyeur pour être voyeur, d'inventer des choses ou de les disproportionner. Donc, je crois que vraiment la grande chance qu'on a eue, c'est d'être impressionné par ce qu'il a accompli, par l'homme, avoir vraiment cette idée en tête qu'il a changé le monde, quoi. Et puis d'un autre côté, de découvrir sa vie qui est incroyable. On s'est souvent dit, si on avait écrit un personnage de fiction comme ça, on nous aurait dit non, vous avez chargé la barque. Voilà, ça a été une grande chance pour nous scénaristes. Mais on a aussi tout de suite partagé un souffle de cinéma. On s'est autant parlé de Batman, parce que l'abbé Pierre, c'est un peu un super-héros. Tout à fait, avec sa cape. En fait, avec sa cape et en fait un pouvoir d'aimer l'autre, de ressentir sa souffrance, qui est aussi une malédiction, comme dans tous les bons super-héros. Mais on s'est aussi parlé des films de Bohemian Rhapsody ou The Rose, etc., pour un peu l'emballement médiatique, enfin voilà, les parcours comme ça, de concert en concert. Voilà, il y avait cette envie d'épopée et de souffle, du grand cinéma pour un public le plus large possible, quoi. On a vraiment partagé cette envie sur ce sujet-là, quoi. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie.
contre la dictature. Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Va pour Abbé Pierre. Comment on en vient au choix du casting? Parce que c'est quand même très compliqué de se dire qui va incarner. On y réfléchit assez tôt, à vrai dire. On y réfléchit, le scénario n'est pas tout à fait fini. Pareil, c'est énormément de discussions avec le producteur, avec Olivier aussi, qui a été très, très intégré dans ces processus d'anticipation de l'artistique. Pour autant que je m'en rappelle, il y avait quand même des grandes évidences qui étaient, par exemple, que l'abbé maniait très bien la langue française, c'était un grand orateur, un brillant orateur. Donc ça nous a assez vite emmené du côté de la comédie française. Voilà, c'est un peu le périmètre en fait qu'on a défini. Moi, je voulais un seul acteur pour faire tous les âges, de 20 à 94 ans. D'emblée, c'était ça. Ouais, moi je voulais absolument faire ça. Transigiez pas là-dessus. Non. Donc il faut quand même quelqu'un qui ait les épaules, qui ait le bon âge aussi, qui ait le bon état civil, c'est-à-dire qu'il ait 30, 35 ans, 40 ans maxi, pour qu'on puisse le vieillir et le rajeunir. J'avais tourné avec Benjamin, il cochait beaucoup de cases à ce moment-là, quoi. Mais malgré tout ça, on s'est rencontrés en faisant des essais avec lui. Je lui ai proposé de faire des essais et il a joué ce jeu de venir s'essayer à être l'abbé, en fait. Mais voilà, c'est vraiment une espèce de petit entonnoir, de petit sablier dans lequel il est passé, parce qu'on s'est dit, voilà, les contraintes, c'est ça, il nous faut un acteur. Mais c'est vrai qu'on tenait beaucoup, l'abbé, il était érudit, il parlait très bien, il était très intelligent, donc on voulait quelqu'un qui connaisse bien la langue française, parce que l'essentiel du travail avec lui n'était pas un travail de composition énorme, c'est pas ce qu'on demandait. On ne demandait pas non plus un mimétisme, on demandait un peu tout ça. On demandait une espèce de troisième voie, une alternative, de dire ça va être un peu de la composition par rapport à toi, ça va être un peu du mimétisme, mais il faut surtout que tu sois lui, en fait, au bout d'un moment, quoi. Mais ça me revient, en fait, pendant des mois avant le tournage, on continuait, nous, à écrire, à faire des séances et tout, et lui, il était déjà en préparation sur le maquillage, etc., pendant des heures, à écouter pendant des heures les discours de l'abbé Pierre au casque et tout. Enfin, il y a eu un engagement de dingue, quoi, pour être... Oui, on sent, et c'est ce qui magnifie totalement. Enfin, votre film, moi, j'ai passé un pur moment de bonheur. Les 2h18, pour ceux que ça pourrait inquiéter de passer 2h18 alors qu'ils passent des fois 5 heures à regarder une série en totalité. Donc, comme 2h18... Venez binger l'abbé Pierre. Voilà, on pourrait tout à fait en prendre nettement plus. Et il y a toujours ce côté dans votre cinéma, moi, qui m'interpelle, c'est aussi cette dualité entre le mal, le bien, comment le mal peut aussi se transcender en devenant mieux, que ce soit dans SK1, mourir, sauver ou périr, également dans Goliath, il faut toujours, on part toujours d'un postulat de choses très âpres, très difficiles, comme là dans l'abbé Pierre, on a toujours l'impression qu'il va s'écrouler à tous les moments. Un petit être fragile qui nous emmène jusqu'à 94 ans quand même. Et justement, quand on a une vie comme ça, une vie de combat, pour reprendre le sous-titre du film, comment on choisit de mettre en image tel ou tel combat, puisque évidemment il y a des parties que vous avez moins éclairées que d'autres. Bon, mais déjà, ça me touche ce que vous avez dit avant, parce qu'effectivement, je crois que c'est une obsession que j'ai, d'essayer de définir... C'était une des grandes pensées de Baudelaire, de transcender le mal pour le rendre non pas beau en soi, mais essayer de vivre avec ça et de trouver une raison au moins dans le combat. C'est vrai que c'est un postulat de la vie qui m'obsède beaucoup, puisque de toute manière, on va tous se prendre ça dans la figure à un moment. On va tous se prendre du mal. Ce serait beaucoup trop un rêve de se dire la vie va être parfaite, il va jamais y avoir de... Si, en fait, si, on est confronté à l'épreuve, en fait, quoi.
On est dans un endroit du monde où on a eu l'illusion d'en être préservé pendant longtemps. Mais même au-delà de la géopolitique, nos vies, on va perdre nos parents, on va avoir un copain qui va avoir un accident de bagnole, un truc, et peut-être même nous-mêmes. Ce qui est épatant, c'est la force de l'être humain. Moi, ça m'épate souvent. Il n'y a pas un de nous ici dans cette salle qui ne se projette pas en bien dans 20 ans. Rare, c'est celui qui dit « Ah oui, mais je vais peut-être avoir une maladie grave, un accident de bagnole ». En fait, jamais. Alors que la vie est tellement fragile, tellement aléatoire, et pourtant la nature humaine génère comme ça, le propre métabolisme génère une option bonheur, quoi. Donc voilà, c'est vrai que ça m'obsède beaucoup. Mais pour en revenir à votre question, c'est un aspect très besogneux pour nous, c'est-à-dire on a aligné des choses, et puis on a diminué. C'est là où on prend énormément de temps quand on écrit un scénario, c'est pourquoi on enlève ça plutôt que ça, si on enlève ça, qu'est-ce que ça provoque dans la trajectoire. Comme disait Olivier tout à l'heure, je crois qu'au départ on s'est mis d'accord sur la trajectoire. La trajectoire, c'était finalement non pas de parler des grands moments de l'abbé médiatique un peu connus, mais de raconter comment il y est arrivé à faire ça. Donc évidemment, on avait besoin des grands moments médiatiques, mais c'était de montrer comment dans son quotidien, pas forcément son intimité, c'est pas ce qu'on cherchait non plus, mais dans son quotidien, qu'est-ce qui fait qu'il est arrivé à faire ça, quoi. Alors, il y a la rencontre avec Lucie Coutas qui nous a quand même aidé à structurer le récit, en fait, parce que c'est vraiment ce point d'équilibre, en fait. Sans elle, il n'y aurait sans doute pas eu d'Abbé Pierre. C'est vraiment très beau travail aussi d'Emmanuel Berco. Magnifique. On salue le travail de Benjamin qui est magnifique. Mais Emmanuel est... Souvent, Frédéric dit on était parti pour écrire l'histoire d'une légende. En fait, on a écrit l'histoire d'un couple, enfin d'un binôme. Et ça, bon voilà, ça... Parce que ça illustre la fragilité de son parcours, en fait, quoi. Et s'il n'avait pas rencontré cette femme un peu plus expérimentée, plus solide, plus raisonnable, comme il disait, que lui, je sais, à mon avis, il aurait foncé dans quelques murs. J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous, et vous ne faites rien. J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré, on m'a applaudi. On m'a contesté, on m'a trahi. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop. Parlez-nous un petit peu du travail que vous avez eu avec Brice Dessner, le compositeur, sur la musique qui est un des acteurs du film aussi, qui est totalement partie prenante. Quand on était encore en train d'écrire, je pensais à la musique, quelle musique... et je cherchais une musique, pour tout vous dire, j'avais une référence, c'était les musiques additionnelles du film The Revenant d'Alejandro Iñárritu. Pas le grand thème magnifique de Sakamoto, mais plutôt les petites musiques additionnelles, les petites musiques presque d'ambiance, les petites musiques qui évoquaient des sentiments, en fait. Et j'avais remarqué que c'est un Américain qui s'appelait Brice Dessner. Donc j'ai parlé un peu de ça, j'ai rencontré pas mal de compositeurs qui étaient tous plus géniaux les uns que les autres, mais à chaque fois que je revenais à Brice, enfin en tous les cas c'est musique additionnelle. Et puis en parlant avec la superviseure musicale avec qui je travaille, le coup du hasard, en fait Brice est américain, il venait de s'installer en France, donc je l'ai rencontré. Brice, c'est aussi le guitariste du groupe The National, donc un grand groupe de rock américain, et compositeur maintenant pour Alejandro Iñárritu. Voilà, je l'ai rencontré avec très peu de chance qu'il soit libre parce que The National sortait un disque, il était en train de faire le nouveau film, de composer la musique sur le nouveau film d'Alejandro. Je lui ai envoyé le scénario. Qu'il a adoré. Il a adoré l'histoire. C'est un Américain de culture américaine. Il ne connaissait pas du tout l'histoire de l'abbé Pierre, même si l'abbé est connu dans le monde entier, mais assez peu aux États-Unis quand même. Il a adoré, vraiment adoré l'histoire, donc il s'est battu, il s'est rendu disponible pour faire le film. Et
Et voilà, on est rentré dans cette musique assez spéciale. C'est un compositeur vraiment intéressant. Pour moi, ça a été un très, très beau voyage artistique avec lui. C'est un très bel artiste, très, très singulier, tout en acoustique. Il n'y a rien de traficoté. Et ce qui traficote, c'est plutôt que d'un coup, il va sur sa guitare prendre une bouteille pour essayer de faire une résonance particulière, mais il n'y a pas d'électronique, et il était toujours très sensible aux propos du film, très en vibration avec ce que je lui racontais, ce qu'il voyait des séquences, et c'est vrai que ça crée... on n'était pas forcément parti au début pour avoir cette musique, cette amplitude de la musique. C'est vraiment lui qui a composé parfois des morceaux comme ça qui destinaient au film en général, pas forcément à telle ou telle séquence. Et puis on a fini par trouver le thème et trouver cette musique qui effectivement habille énormément le film. Ouais. Très, très enveloppante, je trouve vraiment magnifique pour le coup. Avant-dernière question, puisqu'on est attendu en salle. Comment avez-vous tous vécu la présentation du film à Cannes, dans la prestigieuse sélection Cannes Première? C'est une première pour certains. Je ne sais pas si vous aviez déjà eu un film à Cannes, je ne crois pas. Pour être précis, je crois qu'on n'était pas en Cannes Première, on était en sélection officielle. On était à sélection officielle. Sélection hors compétition, sélection officielle. Séance spéciale donc. Oui, c'est ça. On l'a vécu, je sais pas, on peut y répondre tous les deux. Moi, je l'ai vécu comme un moment divin quand même. Quand votre film est sélectionné à Cannes, c'est le plus grand festival de cinéma au monde. Y aller avec ce sujet, on a été programmé, c'était le dernier film du festival, après le film de Ken Loach. C'était très, très émouvant en fait, à tous les niveaux, quoi. Et aussi par rapport au message de l'abbé, qui était le premier à dire qu'il ne fallait pas parler de ces combats aux gens pour qui il combattait, mais à tous ceux pour qui il combattait pas, qui avaient intérêt à connaître ces combats. Donc c'était un moment formidable, quoi. Oui, absolument. Effectivement, toujours un petit peu terre de contraste par rapport au sujet, mais on a réussi à surmonter ça. Surtout qu'il y avait tous les acteurs qui jouent les compagnons, etc. Voilà, c'est aussi un film qu'on défend, la Fondation Abbé Pierre. Voilà, on essaye de le défendre d'une façon qui corresponde au message aussi. Je vous demande donc d'accueillir chaleureusement et sous un tonnerre d'applaudissements Frédéric Tellier et Olivier Gors. Vous présentez le film ce soir en avant-première au CGR de Beauvais et dans le cadre d'une tournée de nombreuses avant-premières orchestrées avec votre distributeur SND Groupe M6, pour ne pas les oublier parce que les distributeurs sont importants. Ouais. D'autant qu'ils sont coproducteurs du film, là, cette fois-ci. Ah, donc d'autant plus. Quelle est pour vous l'importance justement de ces rencontres avec le public en salle? Quand on fait du cinéma, c'est un art extrêmement émotionnel. On travaille beaucoup avec nos émotions, mais on est toujours en décalage avec la réception. C'est pas de la musique. Moi, je fais beaucoup de musique, on fait un accord, même là, si je prends une guitare, que je fais un accord où on va tous chanter, on va être... le cinéma, c'est pas ça. Nous, on est au moment où on est super ému, où le public va recevoir ça 3 ou 4 ans plus tard. Et ces moments-là très particuliers de la tournée sont des moments, je trouve, à la fois gracieux et privilégiés, et à la fois c'est finalement presque plus important que des retours de critiques de presse. Là, ça triche pas, on est dans la salle. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, la sanction, elle est immédiate, quoi. Donc, pour au moins ces deux niveaux de réflexion, d'un côté un moment privilégié où on rencontre en direct le public, ce qui n'arrivera plus quand le film sera en exploitation, et puis d'avoir des retours sur le travail tout de suite, des réactions, je trouve ça primordial en fait, moi. Mais même chose et en pire en tant que scénariste, parce qu'on est encore plus éloigné en général, on a encore plus disparu au moment de la sortie du film, et c'est une place que Fred m'offre, et moi c'est une première, je crois que c'est le 17e film que j'ai écrit qui sort en salle. C'est la première fois que j'accompagne le film à ce point-là, que je rencontre le public et tout, et c'est les directeurs de salle, etc. Et moi, je trouve ça passionnant, émouvant et vraiment intéressant même pour mon métier d'écrire, quoi. Et vraiment, je vous remercie
Olivier, d'être présent, parce que vous avez une telle carrière. Alors, Frédéric a une carrière magnifique, c'est 4 films, et les films d'avant... Plus jeune que lui. Oui, mais... On peut écrire plus de scénarios que de réaliser de films. Il y a vraiment... vous avez un travail qui a ponctué vos nuits. Voilà, mes moments de silence. Bah, c'est très sympa. Merci. Et on va rappeler donc le film L'Abbé Pierre, Une vie de combat sort le 8 novembre partout en France et évidemment au CGR de Beauvais. Merci beaucoup pour ce moment ensemble et ce film qui est d'une grande émotion. Et ce qui est bien, c'est qu'on repart de la salle avec l'émotion complète. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. C'est le moment du film. Je crois qu'ils sont impatients. Bon, on vous souhaite une très bonne séance. C'est très sympa de passer les voir. On a entendu parler de votre film. On a rapporté ceci donc de l'association Emmaüs Beauvais. On tenait à vous la montrer. Donc vous voyez, c'est un tableau. Vous avez l'abbé Pierre et vous avez tout son parcours sur un seul tableau. Voilà. Et c'était un don que nous avait fait une personne, parce que nous recevons énormément de dons. Et donc, vous avez son parcours au démarrage, l'appel, voyez, ici. Et vous avez tout son parcours avec Lucie Coutaz. Et Georges Leguet, ne l'oublions pas. Il y est. Vous inquiétez pas, ils y sont. Voilà. Et pas qu'un peu. Ouais. Vous nous direz après, par le cinéma, ce que vous en avez pensé. J'ai désespéré. Emmaüs, c'est fini. C'est à nous de vous aider maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté? Vous vous rendez compte? On a construit tout ça